L'innovation. Qu'est-ce que donc l'innovation? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir ce terme effectivement un peu obscur parfois, au travers d'exemples simples dans lesquels nous allons pouvoir mener l'enquête. Nous allons regarder sur ces différents exemples où se cache l'innovation. Elle va vous paraître à certains moments évidente, et je vous démontrerai qu'elle n'était pas là où je voulais vous emmener. Et à d'autres endroits, vous ne la verrez pas. Et je vous ferai découvrir comment en fait, on est capable de découvrir de l'innovation et de générer de l'innovation tous autant que nous sommes. Donc pour démarrer cette enquête, on va prendre un peu de hauteur et on va regarder ce qui se passe dans l'espace avec les satellites. Les satellites, vous les connaissez tous, ils servent à différentes choses, dont notamment à observer la Terre. Et un phénomène qui nous inquiète un petit peu tous, en ce moment et depuis plusieurs années, c'est le changement climatique. Le changement climatique et ses impacts. Et les satellites ont la faculté de surveiller tout ce qui se passe autour de la Terre, tout le temps. L'activité que j'ai menée avec mes équipes d'innovation, ça a été de se dire, mais aujourd'hui, on a beaucoup de technologies à notre disposition, on a beaucoup de savoir. Comment peut-on faire pour aider les gens à réaliser le problème qui nous entoure? Dans quelle mesure ils peuvent influer sur ce phénomène? Est-ce que réellement ils en sont co-responsables ou pas du tout? Et en fait, comment finalement se positionner dans tout ce que l'on entend, qui peut être de différents niveaux, de différentes cultures, dans différentes géographies, donc avec vraiment des problèmes sociétaux qui peuvent être différents. Avec objectif sur la COP26 à Glasgow l'an dernier, au travers de la société dans laquelle je suis, qui gère de la donnée, de la cybersécurité, etc., on s'est dit, voilà, on a accès à cette donnée spatiale. Comment peut-on faire pour aider des organismes de type Nations Unies à aider justement à mieux communiquer vers les gens, vers nous tous, et faire en sorte que cette information soit prise en compte et serve vraiment de base, finalement, à cette problématique où on peut toujours être sceptique, interrogatif, très convaincu. Voilà, apporter vraiment une position un petit peu neutre dans cette problématique-là. Surtout en regardant ce qui se passe autour de nous et en le constatant. Donc on a développé une application qui aujourd'hui est accessible par tout le monde dans le monde entier, sur smartphone et tablette. Il n'y a pas d'innovation là-dessus. Le satellite peut être aussi l'innovation, ce n'est pas forcément le but de ma présentation, mais c'est vraiment de se dire comment les gens qui vont utiliser une application vont comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on peut tous télécharger des applications, n'importe quand. Le gros enjeu était de se dire comment on passe quelque chose qui est mondial en termes de données. Il y a de la mathématique, il y a de la science spatiale, il y a du calcul informatique, il y a tout un tas de choses très complexes que l'on utilise. Et je veux en même temps toucher quelqu'un qui est au Bangladesh, en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada, de la même façon, avec des règles qui lui sont propres, de compréhension dans son environnement social. Donc toute l'innovation que l'on a essayé de porter là, c'est de se dire on va arriver à porter la donnée auprès de tout le monde. Donc on a effectivement innové sur le processus qui permet de passer de données mondiales à de la donnée facilement utilisable sur Internet avec une très grande fluidité. Donc là, on parle de volumes de données qui sont extrêmement importants. Et en même temps, comment va-t-on être sûr que les personnes que l'on va toucher vont comprendre les données qu'on va leur apporter? Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif, ce n'est pas l'application, ce n'est pas le satellite, c'est vraiment la donnée qu'on va transporter auprès des gens. Et donc là, on s'est posé la question de la communication, du marketing, du commerce, bien sûr de la science, mais ça, vous l'avez déjà compris, ça faisait déjà partie de l'état des lieux. Et donc on a vraiment mis le travail d'innovation sur la représentation des données, leur couleur, leur vitesse d'affichage, leur taille aussi, en fonction de la taille d'un pays, d'une région, etc. Et ça a donné naissance à une application que vous voyez là, qui est sur tablette et smartphone, et qui permet effectivement, au quotidien, quand on en a envie, de jouer avec la pollution atmosphérique, pour se rendre compte sur plusieurs années, ce qui se passe réellement chez moi, au-dessus de chez moi, au-dessus de ma tête, comment les gaz à effet de serre sont émis. Est-ce qu'ils sont émis de manière homogène autour de la Terre? Est-ce qu'il y a des pays qui émettent plus que d'autres? On entend toutes ces informations au quotidien et effectivement, on n'a pas forcément d'éléments probants qui nous permettent, nous, de se l'approprier.
Donc c'était vraiment cet objectif qui était derrière cette application-là. Donc l'innovation, là-dessus, c'est vraiment se poser la question d'une haute technicité scientifique, d'une haute technicité technologique, ne suffit pas en fait dans ce processus d'innovation. Il fallait vraiment aller au bout de la logique et remettre en question des modes de distribution de la donnée, des modes d'accès à cette donnée-là, pour se mettre à la portée des gens, à la portée des explications qui sont à l'intérieur, de manière à obtenir le but recherché, c'est communiquer et avoir une prise de conscience de la part des gens qui l'utilisent à leur mesure. Et on n'impose pas cette prise de conscience. Donc typiquement, cette relation-là est aujourd'hui en discussion avec les Nations Unies, voilà, pour avoir vraiment une communication très large au niveau de la Terre, pour cet accès à une information neutre de toute information politique, sociale et autres lobbies divers et variés. Donc vous l'aurez compris, l'innovation, elle est faite par des gens, pour des gens, souvent. Elle n'est pas isolée dans son coin et elle appartient à un ensemble plus complexe que simplement ce pourquoi on l'a fait. Donc au travers des 2 prochains exemples, qui vont avoir un lien, je vais vous expliquer comment effectivement sur des problématiques qui du coup sont des conséquences du changement climatique, en l'occurrence la gestion des réserves d'eau douce, eau douce qui sert pour boire au quotidien, pour se laver, pour toutes les activités humaines, industrielles, pour les animaux, pour l'irrigation de l'agriculture. Et l'eau, c'est également une problématique de sécurité. Quand il pleut, vous entendez souvent, il y a des inondations. Donc, les ouvrages de barrages et autres retenues rentrent dans toute cette politique, à la fois de production d'eau potable, de production d'électricité aussi. Il existe beaucoup de barrages hydroélectriques. Donc on a été sollicité sur la problématique de la gestion de cette eau. D'abord pour des problèmes de production hydroélectrique. En gros, vous voyez la problématique aujourd'hui que l'on subit aussi, c'est la production d'électricité. Le but, c'est de pouvoir la produire quand on en a besoin et de manière potentiellement disponible tout le temps, dans la journée, dans la semaine, dans l'année. Sauf que l'eau, vous le voyez, il y a des années où il y en a beaucoup, des années où il n'y en a pas, etc. Donc il faut pouvoir gérer ce stock d'eau pour l'alimentation, pour la production hydroélectrique. Donc notre proposition pour les grands producteurs d'électricité a été de leur dire, on va encore une fois se retourner vers l'espace. Et on a accès aujourd'hui à des satellites qui permettent de voir des pays entiers, des continents, en quelques jours. On a des satellites qui repassent sur toutes les parties de la Terre en moins d'une semaine. Donc on a une capacité à vous donner une photographie continuellement actualisée des contenus de ces barrages, sans forcément les équiper partout, puisqu'il y a des pays qui sont très bien équipés, il y en a d'autres qui n'ont aucun équipement. Il y a des pays qui se posent la question de s'équiper. Où vais-je construire les nouveaux barrages, etc. La problématique est donc très vite, puisque c'est un problème qui est urgent. On ne peut pas attendre 30 ans pour régler le problème de l'accès à l'eau douce pour les gens autour de la Terre. Donc il faut agir vite. Donc il faut proposer des solutions qui vont vite en termes d'état des lieux. Et donc le satellite, encore une fois, apporte énormément de solutions. Dans le métier de la gestion de l'eau, notamment des réserves d'eau, il arrive souvent en fait, que l'on déplace l'eau d'un barrage à l'autre. Donc ça, c'est une pratique assez classique. Il y a des canalisations entre les différents lacs et on déleste certains pour en recharger d'autres, de manière à avoir toujours des niveaux d'eau qui sont suffisants pour tous les paramètres que j'ai cités préalablement. Mais le problème, c'est que cette eau n'est pas consommée uniformément sur les territoires. Il y a des territoires où on irrigue plus à certaines saisons, il y a d'autres endroits où on a besoin d'eau. Et puis il y a un phénomène qu'on ne contrôle pas, c'est la pluie. Elle tombe un peu là où elle veut. Et le changement climatique, en plus, a tendance à dérégler un petit peu tout ça. Là où il pleuvait peut-être beaucoup les années passées, il arrive des années où il ne pleut plus. Donc il faut être en capacité d'anticiper tous ces éléments-là. Pourquoi ? Parce que l'eau, c'est lourd, ça ne se déplace pas facilement, ce n'est pas comme de la donnée sur Internet. Donc il faut pouvoir anticiper, décharger l'eau là où on n'en a pas trop besoin parce qu'il y en a beaucoup, et la mettre là où on en a besoin. Donc ça, c'est un problème de constatation. Donc on a finalement dérivé des usages de l'observation de la Terre par satellite pour le focaliser sur une problématique particulière qui est simplement mesurer l'altitude des lacs en continu. Et permettre surtout, et on revient sur l'approche précédente, comment les utilisateurs de ces données-là, de cette compréhension, vont être en capacité de comprendre la donnée qu'on leur fournit de manière à pouvoir faire leur travail, tout simplement. Donc c'est un petit peu ce que vous avez dans l'animation qui est en bas.
En fait, on a des règles qui permettent d'indiquer quand un lac est en train de baisser, quand un autre ne baisse pas, et derrière ça, ben, ça permet de dire ben, celui-là ne baissant pas, ça veut dire qu'on ne s'en sert pas, donc on va déplacer l'eau. Bref, vous comprenez la logique relativement simple. Donc voilà, là, l'innovation est vraiment de se poser la question comment je vais simplifier quelque chose qui existe déjà pour l'amener à résoudre un problème simple, mais qui reste complexe d'un point de vue technologique. Donc là, par contre, on a vraiment mis l'accent sur ben, quel est le métier de l'exploitant, de celui qui gère l'eau, parce que pour lui proposer une solution, il faut être capable de le comprendre. Et donc là, ben, dans mes équipes, on est plutôt des informaticiens, et il a fallu qu'on fasse rentrer dans les équipes des gens qui comprennent la problématique de l'eau, et nous accompagner sur comment je traite la donnée pour que quelqu'un qui en a besoin, en termes de métier, puisse l'utiliser. On était plutôt sur le constat, mais comme je vous le disais, l'eau, c'est aussi prévoir. Prévoir soit avec des moyens que vous voyez lors des spots météo à la télé ou sur d'autres supports, c'est les satellites météo, c'est les stations météo de Météo France et d'autres instituts de prévision météorologique. C'est aussi les données qui sont issues des instituts climatologiques, c'est ceux qui analysent la donnée sur un très long terme, la donnée climatique sur un très long terme, pour analyser les changements saisonniers. Donc la problématique là, c'est vraiment de se dire ben, comment je peux aller au-delà de la problématique de départ qui est je veux mieux gérer mes lacs. C'est aussi comment je vais prévoir les futures pluies qui vont arriver, les futures fontes de neige, etc. Donc là, on s'est posé la question, parce qu'on n'a pas forcément tout à notre disposition, comment aller chercher des acteurs qui travaillent dans ces domaines-là pour les associer à notre dynamique de départ et faire en sorte qu'au-delà du constat que je vous présentais précédemment, on soit vraiment dans la prévision. Et donc on a intégré un certain nombre d'approches qui fonctionnaient déjà et on les a mis à disposition à niveau par rapport à la technicité des produits que l'on avait déjà élaborés, de manière à ce que cette pluie, ces prévisions de pluie, soient anticipées de manière assez floue pour les 3-4 mois à venir, et que plus l'instant présent se rapproche, plus on utilise des technologies qui sont en quasi temps réel, comme les satellites radar sol, etc., qui, eux, sont capables de prévoir 2 heures avant une pluie, qu'elle va arriver à tel endroit et en telle quantité. Et donc ça, c'est primordial pour avoir le temps minimum est lié au niveau de risque, d'avoir le temps minimum de vider un petit peu les lacs pour en remplir d'autres. Pourquoi ? Ben, vous voyez tous dans l'actualité, on attend l'eau pendant 6 mois, et puis le jour où elle arrive, on a des gros orages, et là, il y a des inondations, avec des destructions, des décès, etc. Donc les barrages servent aussi à réguler un petit peu les inondations. Et en fait, quand on a une grosse arrivée d'eau, si ce n'est pas prévu en amont, ben les barrages font ce qu'on appelle un lâcher d'eau, et donc ils lancent dans la vallée de grosses quantités d'eau. Donc si l'inondation qui arrive en amont du barrage n'est pas très importante, le lâcher d'eau suffit, mais des fois ça ne suffit pas. Et là, c'est la prévision catastrophique qui s'annonce. Donc le but, c'est aussi, voilà, sur un problème qui est au départ un problème d'alimentation, d'irrigation, peut aussi se transformer en un problème de sécurité. Et finalement, ben c'est la même chose. Gérer l'eau, la molécule d'eau qui est stockée, qui va arriver et qui va partir, ben finalement, c'est la même consistance technologique et scientifique, sauf qu'on va traiter l'information de façon différenciée par rapport à la problématique à gérer. Et souvent, on va se retrouver à avoir tous ces paramètres à gérer en même temps. Et dans l'actualité, on voit souvent que les problèmes arrivent quand on est un petit peu sur le sujet qui n'est pas tout à fait traité, qui est plutôt traité par un autre et pas suffisamment par le précédent. Et notre rôle dans cette application-là et dans cette approche a été vraiment de prévoir toute la chaîne de valeur de manière à boucher les manques et donc avoir du recul, de la remise en question sur les processus et donc d'innover aussi par la remise en question des processus qui ont été mis à notre portée. Ce troisième exemple va nous faire voyager. On va partir à Madagascar. La problématique sur Madagascar, qui est un pays qui produit beaucoup de riz, c'est un pays qui effectivement a beaucoup de capacités sur le riz, mais qui doit améliorer son fonctionnement en termes de production, mais aussi en termes de filière rizicole. Le gouvernement malgache nous a sollicité pour se poser la question avec nous, comment pourrait-on faire avec les technologies d'aujourd'hui pour garantir une structuration de la filière riz à long terme
et pour le bénéfice de tous les acteurs de la filière, en partant par l'agriculteur, le riziculteur, qui a des problématiques de revenus, de quantité de production, de maladies, etc. Donc lui fournir des éléments qui lui permettent d'améliorer son processus de production, et en même temps, à l'autre bout de la chaîne, le financier qui va chercher à exporter ces données-là pour donner de la richesse au pays et de l'activité à la filière rizicole. Donc on a construit une plateforme, donc rien d'innovant dans une plateforme sur Internet, hein, on utilise tous les jours. Par contre, l'innovation et le challenge qui était à relever, c'était de mettre des acteurs qui n'ont rien à voir entre eux, des gens de l'éducation, les producteurs, des financiers, des décideurs politiques, pour leur faire parler un langage commun, leur fournir des éléments spécifiques à leurs besoins, à partir de la même donnée, qui est la donnée riz, qui, elle, est universelle pour leur pays. Le riz, c'est le riz. Mais voilà, avoir vraiment des outils qui leur permettent de travailler de manière individuelle, ou en tout cas dans un secteur d'activité donné, tout en ayant une logique complète sur la filière riz, puisque le riz, il faut le planter, il pousse, à un moment donné on le récolte, et après il va être mangé ou être exporté, etc. Donc on voit bien qu'il y a une logique dans tout ça. Et donc pour faire cette proposition, cet apport de valeur et cette innovation, on s'est vraiment posé la question de la vie de ce grain de riz, du moment où on le plante jusqu'à sa consommation finale et à quel endroit, pour proposer effectivement une approche extrêmement globale et transverse, tout en ayant une individualisation des problématiques. Et effectivement, ça, c'est un rôle d'assembleur et finalement de compréhension de tous les acteurs autour de la filière et de la plateforme qui nous ont permis d'arriver sur une valeur ajoutée extrêmement importante qui permet aujourd'hui à la filière malgache de se structurer durablement et de relever surtout un défi pour eux qui était la sécurité alimentaire de leur population. Finalement, au travers de ces exemples, on a vu que l'innovation pouvait se cacher là où on ne l'entendait pas forcément, qu'effectivement, l'innovation est à différents degrés. Et donc ce que je voulais vraiment vous faire toucher du doigt, c'est qu'en fait, l'innovation n'est pas quelque chose que l'on apprend, on peut l'améliorer, mais c'est plus une posture, c'est plus une capacité à remettre en question ce qui existe, à remettre en question des processus, et pas forcément à sortir un nouveau satellite, ou même si ça en fait partie, mais elle est un petit peu partout. Et en fait, chacun de vous, ici présent, et dans le monde, est capable de faire de l'innovation. Chaque fois que vous allez vous poser une question, mais ça ne fonctionne pas bien, je ferais plutôt comme ça, vous êtes déjà dans le processus d'innovation, en fait. C'est vraiment une posture et un état d'esprit, plus que réellement une formation diplômante ou un métier particulier. Donc, je pense que vous aurez tous compris que vous faites déjà tous partie de l'innovation avec nous ici aujourd'hui.